Bonjour à tous, comment garantir la transmission de notre patrimoine culturel? En quoi le Gros-Cas est-il un marqueur de notre identité? Quelle place le jouet Gros-Cas et danser Gros-Cas doivent-ils occuper dans notre société aujourd'hui? Jacqueline Cachemire-Tol, fondatrice de l'Académie du Cas et citoyenne engagée dans la promotion de notre culture, est l'invitée de Franc-Parler. Jacqueline Cachemire-Tol, bonjour. Bonjour Thierry Fendéré. Un plaisir de vous recevoir sur les antennes d'Éclair Télévision. Pour vos 80 ans, vous avez fait un cadeau d'une valeur inestimable à la Guadeloupe, un DVD pédagogique qui Jean nous a dansé Gros-Cas. Il était important pour vous de transmettre aux générations futures? Indispensable pour moi, c'était une priorité. Effectivement, ce DVD que voilà, qui Jean nous a dansé Gros-Cas, il m'a fallu plus de 30 ans pour le penser, pour vraiment décider de la forme sur laquelle j'allais l'offrir à tous les Guadeloupéens. Ça y est, la forme retenue, c'était un DVD. Et il était indispensable effectivement de le faire parce que quand moi j'ai commencé, je n'avais pas de source, je n'avais pas de documents, je n'avais pas de porte. Bien sûr, il y avait les personnes qui pratiquaient le Gros-Cas sur les lieux, on a envie de dire, authentiques. On pense à des personnes comme Vélo, on pense à des personnes comme Madame Toussine qui dansait le Gros-Cas spontanément, qui était marchande de marinade, à des personnes comme ça. Mais Monsieur tout le monde, les enfants, même les petits garçons n'avaient pas le droit d'y aller parce que ce Gros-Cas, il était interdit, il était mal vu, et parce que fréquenté par des gens qu'on qualifiait justement de non fréquentables. Donc nos parents qui souhaitaient notre réussite ne pouvaient pas nous permettre d'aller au Gros-Cas. Et comme en tant qu'enseignante, et je remercie infiniment le Seigneur qui m'a permis d'avoir cette profession, quand j'ai été enseignante, j'ai pris conscience de tout ce qu'il fallait transmettre à mes élèves, d'une grande partie, de tout ce qu'il fallait transmettre. Et un beau jour, je me suis dit, mais il n'y a pas de forme d'activité d'expression à l'école, d'activité d'expression corporelle à l'école. Ça a commencé ainsi à Dubouchage. Et après, quand j'ai commencé ce chemin avec l'expression corporelle spontanée, si je peux dire, je faisais danser les musiques de l'époque, assez jeune de Dubouchage, de la 6e à la 3e, c'était oh mamie blue, c'était Elle avait les yeux bleus, Belinda, et j'en passe. Et puis un beau jour, après avoir même fait des spectacles au cinéma Rex, avec plus d'une centaine d'élèves ravis, des parents ravis, un cinéma Rex plein, là on me demande d'aller à Basse-Terre, et je me dis, mais il n'y a rien de la Guadeloupe dans tout ceci. Et je me rends compte que je ne connais rien des valeurs culturelles de mon pays. Je dis les valeurs culturelles, même historiques, peut-être que je ne connaissais pas grand-chose, parce que à mon époque, vous l'avez dit, mes 80 ans, mes 80 soleils quand même, quand j'étais à l'école, le petit livre qu'on avait sur l'histoire de la Guadeloupe, il était vraiment mince, tout petit, une dizaine de pages. La géographie, pareil. Il n'y avait rien sur la culture, il n'y avait rien sur ce que nous sommes, il n'y avait rien sur ce que nous mangeons, il n'y avait rien sur ce que nous dansons, rien. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille à la rencontre de ces richesses de mon pays. Et j'ai pu le faire grâce à des gens que je salue chaque fois que l'occasion m'est donnée, comme Madame Aimée Adeline, qui avait créé La Briscante, Madame Hildevert Dota, qui avait créé, qu'on appelait Mandota, effectivement, qui avait créé le groupe Acacia. Il y avait Monsieur Francis Killer, qui avait son groupe également Caribana. Et ces trois groupes-là ont voyagé dans le monde entier. Surtout Caribana, ils ont énormément voyagé, et ils voyageaient pour faire quoi? Pour présenter à leur manière certains aspects de nos traditions, y compris les costumes, avec leurs accessoires, les danses traditionnelles, biguines, les musiques traditionnelles, les danses de bal, et également le Gros-Cas. Mais c'était des groupes folkloriques. Ça n'a rien de péjoratif. Mais l'objectif d'un groupe folklorique et l'objectif d'une école, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc ces personnes ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour faire ce travail. Et c'est grâce à eux si j'ai pu rencontrer la tradition. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des spectacles sur podium, quelquefois. Ouais. Petite fille, je ne pouvais pas y aller, même quand il y avait quelque chose sur podium. Mais devenue enseignante, d'abord à Marie-Galante, je reviens ici, j'ai une vingtaine d'années, je suis enseignante, j'ai mon salaire, je peux payer un ticket pour aller voir un spectacle au cinéma Rex de ces personnes et je découvre les traditions sur scène. Parce qu'à aucun moment il n'aurait été question que j'aille voir des gens, et on ne parlait pas de les roses à cette époque-là, on parlait de coups de tambour, de gros tambours, de bamboula, donc il ne serait pas question que j'y aille. Et comme je dis souvent aussi, ma mère qui se mettait sur la place de la Victoire pour vendre ses bonbons, ses sucres de toutes sortes, sur la place de la Victoire, à côté du marché de la halle à poissons, n'était pas loin de vélos qui venaient là pour aller récupérer des creilles de poissons et aller porter à droite et à gauche. Et il passait, maman lui donnait des bonbons. Donc je le voyais, après il allait s'asseoir à côté desquels il jouait. De loin, j'entendais, je voyais, mais pas question de l'approcher. Quand je sortais de l'école, parce que j'étais au lycée Michelet, pourquoi au lycée Michelet, ça encore c'est une histoire affective. J'étais une petite fille, nous habitions la rue Vatable. J'ai 3 ans, ma mère, je l'accompagne partout et je suis à une pharmacie qui existe encore à la rue du Gommier. Et Madame Lamotte, qui habitait juste à l'angle de la rue du Gommier, qui était me voit à côté de ma mère, et puis à ce qui paraît, vous voyez, ça n'a pas changé, je suis très bavarde. Donc à ce qui paraît, je parlais et je parlais et je parlais, et cette dame qui dit à maman, oh, elle est à l'école, elle parle bien et tout. Oh, bah, maman dit non, elle n'est pas à l'école, elle n'a que 3 ans. Ah bon, mais il faut qu'elle aille à l'école. Et cette dame, Madame Lamotte, donc dit à ma mère, mais il faut qu'elle soit scolarisée, vous me donnerez ces renseignements. À la pharmacie, ma mère donne le nom et tout, mon âge, et voilà comment Madame Lamotte m'inscrit au lycée Michelet. Je l'explique parce que normalement, comme on habitait, vu le quartier où on était, normalement je serais à du Bouchage. Donc je suis au lycée Michelet. Et en sortant du lycée Michelet, je raconte tout cela pour comprendre, je sors du lycée Michelet qui est à la rue Gambetta, je passe sur la place de la Victoire pour aller rejoindre maman qui est à l'époque à l'angle de la place de la Victoire où il y avait les cars de Sainte-Anne, Gauzier, Saint-François. Et quand je passe dans cette portion de la place de la Victoire, il y a la maison de Madame Adeline. Il y a en bas un bar, mais en haut, il y a sa maison où elle fait ses entraînements de Goka. Et bien, quand je sors petite fille du lycée Michelet, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je cours, je me cache derrière un gros sablier. J'écoute un petit peu ce qui se passe chez Madame Adeline, ce gros cas qui m'attire, et puis je repars vite auprès de maman parce que vous savez bien comme des mamans, elles n'avaient pas besoin de montre, elles savaient très bien combien de temps il fallait que je sorte du Michelet pour arriver chez elles. Et à partir de là, eh bien, je crois que déjà cette tradition-là, elle m'habitait, mais je ne pouvais pas y aller. Donc, je vous dis, c'est seulement quand j'ai pu, en tant qu'enseignante, aller au spectacle, que j'ai vu les spectacles de ces personnes sur scène. Et là, j'ai vu l'énergie, j'ai vu la richesse des choses, et je me suis dit, il faut que j'apprenne ça à vos élèves. Il faut déjà, j'étais dans le besoin de transmission à ma manière. Mais comme j'étais enseignante, là, j'ai eu tout de suite l'envie de transmettre différemment, pas pour que ça devienne un groupe folklorique, pas pour que les élèves soient obligés d'aller sur scène, mais ouvrir des ateliers à des jeunes pour leur plaisir. Et puis ensuite, encouragé par tous les enseignants du Bouchage de l'époque, pas seulement les collègues du collège, mais tous les enseignants, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a une seule qui me vient en tête, c'est Madame Robert Belaï, mais toutes les enseignantes du Bouchage qui m'encourageaient, qui m'accompagnaient pour les spectacles qu'on faisait à l'époque, m'ont dit, Jacqueline, il faut ouvrir ton école de danse, il faut ouvrir ton atelier. Et voilà comment j'ouvre un atelier de danse, ouvert d'abord aux jeunes, et puis au fur et à mesure, les gens, parce qu'il y avait un besoin qui était là et qui sommeillait, j'ai eu ces professeurs qui m'encourageaient, qui sont venus danser avec moi, tous ces professeurs qui vont se reconnaître et que je salue, ces professeurs, et puis des gens de tous âges.
je continue ce travail de transmission, je passe de lieu en lieu parce que je n'ai pas un espace défini. Après du bouchage, c'est le hall de Schellcher. Après Schellcher, c'est le hall de Michelet. Après Michelet, c'est la Fédération des œuvres laïques. Et puis, il y a donc une soixantaine d'années, une dame se présente à mon atelier à la Fédération des œuvres laïques rue Commandant Mortenol. Je crois qu'elle vient emmener une petite fille, une de ses enfants à la danse. Elle m'annonce que non, elle est venue pour danser elle. Il y a donc de cela pas 60 ans, mais de cela une quarantaine d'années parce que cette personne avait 60 ans. Aujourd'hui, elle a 100 ans. Je la salue, chapeau bas, elle danse encore à 100 ans merveilleusement bien. Pour ces 100 ans qui ont eu lieu à la salle à la salle que pour une autre, il y a une autre qui porte le nom d'une autre de nos grandes centenaires pointoises, une grande dame de la Guadeloupe, à la salle, merci Georges Tarrer. Eh bien là, pour ses 100 ans, cette dame, elle a dansé sur scène, pour ne pas le nommer, le maire de Pointe-à-Pitre est venu la saluer, eh bien elle a dansé sur scène, 100 ans. Et il y a 2 ans, elle est venue encore à mes cours de danse. Elle a assisté aux cours de danse, elle a participé. Donc pour vous dire que je suis partie des enfants, et puis ça s'est élargi à toute la population, et sans restriction de conditions sociales, de milieu, d'âge, parce qu'il fallait transmettre. Et ces personnes qui venaient, comme cette dame quand elle s'est présentée, elle m'a dit, moi j'ai déjà élevé mes enfants, je me suis occupée de mon mari, maintenant je veux danser parce que je souhaitais danser depuis toute petite. Et nombreuses sont les personnes qui venaient me voir et qui me disaient, j'ai toujours souhaité danser, mais mes parents ne me le permettaient pas. Donc aujourd'hui, je viens. Alors, transmettre à tous, ça a été vraiment cet objectif, ce qui a imposé de pouvoir, au fur et à mesure, réfléchir à la pédagogie. Ah oui. Parce que j'avais la chance... Il fallait poser des méthodes derrière. Eh bien voilà. Parce que j'avais la chance d'être une enseignante et j'aime énormément mon métier. Il m'a énormément apporté. D'un côté, je recevais un héritage culturel, traditionnel, mais de l'autre côté, mon métier m'apportait toute la pédagogie, tout le savoir-faire pour pouvoir transmettre aux autres. Et c'est ainsi que j'ai créé très tôt des méthodes pour enseigner dans les écoles. Je suis d'abord donc institutrice, après professeure des écoles, après maîtresse d'éducation physique. Et puis suite à mon travail, je suis nommée conseillère pédagogique en éducation physique et sportive. Conseillère pédagogique, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus de jeunes en responsabilité, j'ai des adultes, les enseignants. Une lourde tâche pour faire prendre conscience de la valeur de l'éducation physique et sportive, faire comprendre que l'éducation physique et sportive est aussi importante que les mathématiques, le français, etc. Ce qui n'était pas facile à l'époque et je ne sais pas si maintenant ça a complètement changé. Et si bien que, comme moi, allant dans les écoles, j'ai déjà une lourde tâche par rapport à cette éducation physique, eh bien, quand j'arrive dans les écoles et que je me dis non, il faut que cet aspect de notre culture entre dans les écoles élémentaires de la Guadeloupe, puisque j'étais à l'école élémentaire, comme un outil au service de l'enfant, comme un outil au service de l'enseignement global. Justement, contrairement à ce qui m'était répondu quelquefois, vous n'êtes pas payé pour ça. Vous êtes payé pour de l'éducation physique et pas pour cet aspect de... Et moi, je me disais que non, justement, si nous apportons cet aspect-là à nos enfants, toutes les richesses de cette danse, parce qu'il faut savoir que c'est une danse. Et quand on dit une danse, c'est un art. Ouais. Quand on dit musique, c'est un art. Donc il faut savoir aller le décortiquer pour voir tout ce qu'il représente et enlever cette image de bitin à vieux nègre qu'on lui mettait. Et donc je commence ce travail difficile. Au fur et à mesure, j'ai des enseignants qui accrochent parce que
Nous sommes dans les années 70. Il y a aussi des enseignants qui sont déjà dans une conscientisation de Guadeloupe. Je suis guadeloupéen, d'identité. Donc cela accroche facilement à ce que je propose. Pour d'autres, c'est plus difficile parce qu'ils n'ont pas encore compris. Et en plus, monsieur l'inspecteur ne permet pas. Donc on ne peut pas faire ce que ne permet pas l'administration, comme on disait chez nous, les supérieurs. Petit à petit, je continue avec ceux qui peuvent. Quelquefois, les parents s'y opposent. Je ne veux pas que mon enfant danse le goka à l'école. C'était ça. Mais enfin, des embûches, des difficultés. Jamais je n'ai baissé les bras. Jamais je n'ai permis un affrontement entre ceux qui n'avaient pas compris et moi, parce que j'étais passé par là, je savais. Et petit à petit, eh bien, les gens ont été convaincus, ont compris, et la culture a pu entrer à l'école. Et c'est ainsi que me suis retrouvée non seulement avec des enseignants dans pratiquement toutes les communes de la Guadeloupe qui avaient compris et qui mettaient les danses traditionnelles dans leur enseignement, au programme à leur programme, mais également il y a eu la possibilité de faire des grandes rencontres. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés sur le stade de Capesterre en l'année 1978, je crois, pour le 50e anniversaire de la Fédération des œuvres laïques. Et là, c'était plus de 1000 enfants sur un stade, ce qui a permis le travailler ensemble, le faire ensemble, à partir de ce qui est moi, pour mieux me connaître et pour mieux aller plus facilement vers ce que les autres peuvent m'apporter. Donc cette transmission, j'ai pu la faire, comme je vous dis, grâce à des outils que j'ai réalisés très tôt pour les enseignants. Je faisais des valises pédagogiques pour les danses de bal, pour le quadrille, pour le goka, et ces valises pédagogiques étaient remises aux enseignants. Et puis là, eh bien, je me suis dit, il faut quand même aller plus loin, parce que ça ne suffisait pas. Et à ce moment-là, j'ai pensé à un document qui serait un DVD, mais il y a plus de 30 ans. Et ce bébé arrive seulement aujourd'hui, plus de 30 ans après. Mais il faut croire que l'heure avait sonné. Et nous vous disons merci, merci. La Guadeloupe vous dit merci pour ce beau DVD. Alors que trouve-t-on dans ce DVD? Alors ce DVD, qui j'en ai qu'à danser goka, grâce à Yo, ça c'est important, et d'après moi, parce qu'il y a ma vérité dedans, la manière dont j'ai perçu et tout. Et à l'intérieur, il y a d'abord un documentaire qui dure 55 minutes, qui raconte un petit peu l'histoire que je viens de partager avec vous, d'autres éléments aussi de l'histoire du goka et de ma vie avec le goka. Et à côté de cela, il y a 7 films, un pour chaque rythme de goka. Parce que c'est surtout ça, il y a des personnes qui me demandaient ce document depuis 40 ans, depuis que j'ai commencé. Il faut faire un document, Jacqueline, par rapport, il faut faire un document. Et donc ce film permet à tout un chacun, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit senior, de pouvoir être assis chez lui, devant sa télévision, de mettre devant son écran et de mettre son DVD et choisir de voir quels sont les pas de grage. Donc je clique sur grage et là je vois eh bien, la démonstration des pas de grage. Pas de grage à qui j'ai donné un nom. Par exemple, il y a Congolio. Pourquoi Congolio? Le Congolio, c'est un petit animal que nous connaissons, qu'on appelle aussi cocolo. Et quand il se déplace comme un mille-pattes, eh bien, il rampe sur le sol. Jamais il ne se décolle. Donc, vous voyez, ça m'a demandé une grande observation pour arriver à donner des noms aux pas. Donc, j'ai observé et là, j'ai dit, eh bien voilà, ce pas qui me demande à garder mon pied en contact en permanence avec le sol et d'essayer d'avancer, je le baptise Congolio. Et
Donc, il y aura tous les pas de grage. Si je clique sur Tumblak, je verrai le pas Yondé. Yondé, parce que je vais lancer d'abord un pied après l'autre. Yondé, Yondé. Et là, c'est filmé, on voit l'image et il y a le nom. Il y a donc un film pour chaque rythme de Grouka. Et j'ai essayé de répertorier tous les rythmes de Grouka que j'ai eu l'occasion de danser moi-même, que j'ai eu l'occasion de voir. Certainement, il y en a que je ne connais pas encore parce qu'il faut savoir que eh bien, c'est un répertoire très riche. Il y a 7 rythmes et contrairement à ce que l'on pense, tous les rythmes ne se dansent pas de la même manière. Quand on entend jouer, si vous connaissez, vous entendez un tambour là à l'extérieur, si vous entendez maintenant, vous direz « Ah, ça c'est un mendé ». Si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous direz simplement « Ah, yoka jouer gros cas ». Mais quand on a cette connaissance des rythmes, eh bien à partir de là, il y a donc au niveau musical une spécificité. Cette spécificité musicale, elle se vit avec le corps. Et c'est ce qui fait que je vais avoir des pas de jambelle. Ça, c'est une danse qui est piquée, qui rappelle un peu la mazioka créole. Donc, des pas pour chaque rythme. Comme je dis, pas tous. Et puis, il y a un élément qui est très important que je voulais absolument redire aussi grâce à ce document. Et je profite pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné. Donc danseurs, chanteurs, tambouillés et des élèves, mais aussi d'autres grands comme M. Bébé Rospar, qu'on ne présente plus à Baïf, qui a été d'ailleurs l'un de mes professeurs de Les Roses et de Grage, après Yves Toll qui m'avait donné les notions. Yves Toll, mon époux, sans qui, bien sûr, je n'aurais pu faire un document d'une telle qualité. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs tambouillés de la Guadeloupe qui maîtrise parfaitement. Lui, il a pris des coups comme tous les petits garçons pour ne pas aller après le Grouka, mais il ne l'a jamais lâché. Et on ne doit pas désobéir à ses parents, que les enfants le sachent, mais enfin, là, il a continué, il a dansé au départ, mais très peu, mais c'était pour lui surtout jouer. Et fabriquer. Donc depuis l'âge de 9, 10, 11 ans, il essayait de comprendre les vieux tambours qu'il pouvait trouver pour les restaurer. Et puis il allait dans les boutiques pour dire à la tenancière de la boutique du Lolo, Madame telle, quand tu auras fini de vendre la viande salée, tu vas me garder le tonneau s'il te plaît. Il récupérait le petit tonneau. À l'âge de 12 ans, il allait déjà essayer de fabriquer des cas. Donc cet homme-là, il a été jeune, donc il a pu voir au vélo, il a pu regarder vélo. On n'allait pas, on ne pouvait pas dire je vais m'asseoir et je vais prendre le tambour de vélo, je n'irai pas demander à vélo à jouer. On regardait, il y avait ce respect. Et je voulais aussi, dans ce document, le rappeler. Parce que le Grouka a été interdit pendant longtemps. Il n'était pas accessible à tous. Maintenant qu'il est accessible à tous, que la voie est ouverte, quelquefois, il y a des laissés-aller et il y a manque de connaissances certainement, ou je ne sais pas, peut-être manque d'humilité, et qui fait qu'on ne respecte pas suffisamment les règles. Et on peut aller jusqu'à quoi? Mais tu vas simplement devant le tambour et tu te mets à bouger. Hein? Non, ce n'est pas ça du tout, il y a des règles. Un boula, il est assis à côté, un boula ou deux boulas à côté du marqueur. Si par hasard il ne respecte pas bien le rythme comme un métronome, le marqueur ne peut pas jouer. Donc il faut que ces boulas-là maîtrisent les rythmes. Là, je parle musicalement. Au niveau de la danse, c'est la même chose. Je ne peux pas entrer dans la ronde à n'importe quel moment. Il y a ce qu'on appelle une reprise. Et quand je me mets à danser devant le tambour, à quel moment je vais rentrer en dehors de la reprise? Il faut que je donne à l'orchestre le temps de s'exprimer, le temps au chanteur, d'être en harmonie avec les boulas, avec le marqueur, donner cette harmonie et je n'aurai pas besoin de me dire « Ah, je vais danser parce que je vais avoir cet appel du cas ».
Et quand j'arrive devant le tambour, j'insiste souvent là-dessus, et je dirais même toujours, quand j'arrive devant ce tambour, je viens m'exprimer, je viens danser, mais je ne viens pas dans une ronde de lirose, je ne viens pas faire un spectacle. Quand je suis dans un groupe folklorique, dans une école de danse qui a fait des chorégraphies, je vais au Centre des Arts, je vais sur le podium, je monte, il y a une chorégraphie, là je danse, il y a un public, je participe au spectacle, comme tout type de danse, le classique, le contemporain, etc. Donc là, je danse pour moi, même dans ces styles-là, et le bon danseur, le danseur classique, même s'il sait qu'il a le public, il n'est pas là à regarder le public. Regardons bien les spectacles, l'Arc du Cygne, etc. Vous ne voyez jamais les danseurs en train de regarder le public. Ils sont dans leur spectacle et ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le public puisse avoir une émotion. Donc, quand je danse le goka, je vais devant le cas et là, je m'exprime à partir de ma connaissance technique du goka, mais aussi à partir de moi-même. Si je vais danser, eh bien je suis Jacqueline. Et je le dis toujours à mes élèves, je vous apprends le maximum, mais quand vous allez danser, vous n'êtes pas Jacqueline. Chaque moun, c'est un moun. Et ce lirose, cette ronde de lirose, symboliquement, pour justement, quand je dis que ça peut être un élément qui rentre à l'école, non seulement pour qu'on connaisse la tradition, mais pour aussi elle puisse nous permettre de mieux éduquer nos enfants, je peux partir de cette ronde lirose. Chacun a sa place. Chacun respecte sa place, respecte son rôle, il le fait bien. Et je dois apprendre à faire avec l'autre. Respecter l'autre. Ne pas vouloir jouer plus fort que lui, non, sans quoi ce serait une cacophonie. La ronde, c'est-à-dire qu'il y a un lirose en n'importe quel lieu, il y a une ronde, le public qui est venu simplement regarder, il fait partie de cette scène, de ce moment-là. Et il a un rôle à jouer. Il peut simplement rester les bras croisés, il peut bouger sur place, il peut chanter, il peut frapper des mains, il est libre. Mais seulement, il va respecter sa place de personnes qui forment la ronde. Et les répondants, c'est la même chose. Donc là, on apprend des choses essentielles et que nos parents nous ont apprises et qui ont tendance un peu à disparaître, que ce soit dans les familles, que ce soit sur les lieux de travail, cette notion de respect de chacun, respect de ce que tu fais, respect de l'autre, et puis cette conscience fais bien ce que tu fais. Rien de tout cela, Jacqueline Cachemire-Tol, n'aurait été possible, vous l'avez dit il y a quelques instants, sans votre époux, que nous saluons d'ailleurs, monsieur Yves Tol, un grand de notre culture également, et du Gros-Ca. Tout à fait. Alors, bien sûr, j'ai commencé avant lui. J'ai commencé toute seule, mais je n'ai pas commencé par le Gros-Ca. Quand j'ai commencé, il me fallait des tambouillés. Donc, j'ai même pas eu besoin d'appeler parce que là, je commence à danser, les jeunes viennent. Donc, il y a plusieurs jeunes qui sont venus vers moi à jouer, y compris Yves Tol. Et il se trouve que c'était un très bon tambouillé. Donc, notamment, quand j'ai eu besoin d'aller dans les écoles pour faire ce travail de transmission dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'était avec Yves que j'allais dans les écoles et qui maîtrise tellement bien son instrument et qui a un tel amour de cet instrument que rien qu'en étant assis sur son cas, eh bien, il fait passer ce message. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui préfère être assis sur son cas plutôt que d'être assis face à un interlocuteur parce qu'il dit « je m'exprime sur mon tambour ». Et lui, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui allait tous les vendredis, il allait au Lirose, quel que soit le lieu de la Guadeloupe, partir de Saint-François, aller à Saint-Claude, quel que soit le lieu, aller à Grande-Terre Nord, il allait à tous les Liroses. Tout le monde connaît
Yves Toll. Tous les gens du milieu Gros-Ca connaissent Yves Toll depuis cette époque-là, 15 ans, 16 ans. À l'âge de 14-15 ans, il a créé un groupe folklorique avec ses amis de la rue Vatable. Ce sont les frères Gauthiero. Nous saluons ce grand coiffeur qui est encore à la rue Vatable, M. Gauthiero. Et donc, on salue Raymond aussi, le fils de ce grand coiffeur. Alors, Raymond Gauthiero, avec ses frères, ses sœurs, décide de créer un groupe qui s'appelle Karukira. Et Yves Toll en fait partie également, avec tous les jeunes gens de l'époque de la rue Vatable. Et ce groupe, donc, lui permet de s'exprimer. Après, il aura l'occasion, il est repéré dès l'âge de 17-18 ans. Il se retrouve, par exemple, à la Martinique, lors de grandes rencontres culturelles entre la Martinique et la Guadeloupe. Il n'a que 17-18 ans, avec les plus grands de l'époque, avec Vélo, avec Guy Conquête. Il a été aussi le marqueur de Guy Conquête depuis l'âge de 16 ans. Il était au lycée. Guy Conquête allait le chercher chez sa mère pour l'emmener jouer ses concerts et le ramenait. Et quand il était trop tard, si le concert s'était terminé trop tard, eh bien, Guy Conquête l'emmenait chez sa maman, Mansoso, à Bémao. Donc, Yves passait la nuit chez Mansoso et le lendemain matin, Guy Conquête emmenait Yves Toll au lycée de Bainbridge. C'est vous dire ce que représentait ce tambour pour lui. S'il avait pu ne faire que ça, je crois qu'il l'aurait fait. Mais heureusement que quelquefois, il y a des mamans qui sont là pour dire non, il faut que tu aies aussi ton métier. Donc, il a fait son chemin pour être électrotechnicien. Donc, il a une maîtrise parfaite, je dirais. On n'a jamais fini d'apprendre, mais je ne vois pas trop ce qu'il lui reste à apprendre dans ce domaine, vraiment. C'est un perfectionniste. Et il n'accepte pas la médiocrité, il ne supporte pas la médiocrité. Et quand il joue sur son tambour, il a choisi un maître. Comme il dit, il l'a choisi par hasard parce qu'il avait 5 ans, quand il était au fond de la cour de ses parents à la rue Vatable, un petit garçon de 5 ans, qui entend quelque chose. C'est ainsi qu'il raconte son histoire. Il a entendu quelque chose. Il a couru, il est allé dans la rue, et là, il a vu un monsieur assis derrière une camionnette, frappant sur quelque chose. Il a 5 ans, il ne sait pas de quoi il parle. Mais n'empêche que ce qu'il a entendu, ce petit garçon, il a suivi la camionnette à la rue Vatable. Donc, vous voyez la voûte. On imagine que ça a été traversé, qu'il s'est retrouvé au carénage, on ne sait pas. N'empêche que quand la maman se rend compte que son petit garçon de 5 ans n'est plus là, 5-6 ans n'est plus là, elle le cherche partout dans le quartier, personne n'a vu Yves. Et à ce moment-là, eh bien, ça se passe en fin de matinée, elle finit par retrouver son petit garçon dans l'après-midi au commissariat, parce qu'il s'était perdu. Imaginez ce qu'il a reçu. Vous imaginez à l'époque un petit garçon, il y a 61 ans de ça, un petit garçon qui part tout seul, sans l'autorisation des parents, il y a 60 ans. Et je préfère ne pas avoir les images. Donc, rentrer, eh bien, c'est ça, ouvler, c'est pour ça, c'est ça qui est manger, c'est ça qui est interdiction et tout. Mais à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais arrêté de taper sur la table, de taper sur la chaise, de taper sur les cuisses, de taper sur les fétous, quelle que soit la chose qu'il peut trouver dans les casiers de l'école. Partout, il était grondé, mais il continuait. Parce que pourquoi ? Ce son qu'il avait entendu du fond de la cour, c'était le son du cas. Ce monsieur qu'il avait vu assis derrière une camionnette et qui frappait, c'était monsieur Marcel Lolia dit Vélo. Il n'a jamais entendu, il n'a jamais oublié ce son qu'il a entendu ce jour-là. Si vous lui demandez, il vous chante cette ritournelle, je peux dire, il vous la chante, cette rythmique, il vous la chante. Et à partir de là, eh bien, dès qu'il pouvait s'échapper à nouveau, c'était pour aller regarder jouer Vélo. Et regarder Vélo, et par rapport à ça, sans dire Vélo sera mon maître, n'empêche que Vélo l'est devenu
Vélo ne l'a jamais mis assis pour lui dire tu vas jouer comme ceci, comme cela, mais Vélo n'a jamais fait ça de sa vie. C'était un marginal, c'est un maître-cas, c'est extraordinaire. Je le disais encore à Yves, j'écoutais Vélo qui jouait hier sur un CD, je dis mais c'est impressionnant, c'est pas possible, c'est vraiment un virtuose du cas, ce monsieur Vélo. Eh bien, Yves a été pris par ce son-là et son objectif a été que lui, il veut jouer comme son maître. Donc, c'est son maître. Et pour honorer son maître, il s'est appliqué et a joué de son mieux. Il continue de travailler, il continue de répéter. Et c'est ainsi qu'il a pu me transmettre la science que moi, je ne pouvais pas avoir en faisant, j'ai envie de dire, du goka intellectuel. C'est lui qui avait le goka traditionnel parce qu'il le fréquentait en allant dans l'île Rose. Et c'est lui qui, un beau jour, là on était mariés, ça s'est passé en 1986, quand nous étions mariés, là il m'a emmené dans un lit rose et là j'ai découvert que j'étais loin de ce que le goka était vraiment. Alors oui, si ce n'était Yves, je n'aurais pu faire ce travail avec précision et en étant sûr, j'ai envie de dire, de ce que je propose, parce que lui, il l'a vécu, quel que soit, il témoigne par rapport à des personnes qu'il a vu jouer, qu'il a vu chanter, qu'il a vu danser, et également par rapport à cette connaissance, ce n'est pas un danseur, il ne danse pas, mais tous ses confrères tambouillés disent Adam a fait un maquet dans celle-là, alors là, Yves, il sait mettre la même. Parce qu'il vous suit pas à pas. Et les élèves, tous les élèves qu'on peut avoir, donc je les encourage de jouer sur n'importe quel tambouiller, ils peuvent avoir peur de jouer. Mais là, avec Yves, ils sont sûrs parce qu'il accompagne vraiment le danseur et il connaît la science. Comment je vais dire, il accompagne tellement le danseur qu'il sait, il pressent ce qui va se passer. Donc, je ne cesserai de lui dire merci pour tout ce qu'il m'a donné. En général, dire merci à Dieu qui me l'a choisi. Je dis c'est un cadeau de ma vie. Mais aussi lui dire merci par rapport à cet ouvrage. Parce que quand vous verrez ce document, j'ai dit que vous avez dans ce document tous les pas de goka. Mais pour ni danser goka, il faut ni musique goka. Donc le marqueur dans ce document, c'est M. Yves Toll, et qui offre comment, je ne sais pas comment dire, des pages de goka, des pages de tumblak, des pages, et c'est extraordinaire avec d'autres musiciens qui l'ont accompagné. Donc dans ce document, vous avez, c'est pour la danse goka, mais pas ni danser sans musique. Donc ce que trouver musique là aussi, si vous ne pas connaître kakion tumblak, quand vous avez vraiment marqué tumblak, vous avez prendre temps coûter et vous avez comprendre kaki tumblak. Jacqueline Cachemire-Toll, le goka est-il un marqueur suffisamment valorisé de notre identité? Beaucoup plus qu'autrefois. Beaucoup plus qu'autrefois, mais travail derrière pour commander. Il y a encore beaucoup à faire. Je reviendrai sur mon expérience. Je suis partie de très loin pour arriver à ce que j'ai fait. Avec tous ceux qui m'ont fait confiance, les élèves, les parents, tout le monde, le public, merci, merci, merci. Et quand je me suis rendu compte que ce travail, eh bien, à l'Académie du Cas, parce qu'il faut dire qu'avec Yves, quand on s'est rencontrés, lui, il donnait déjà ses cours de cas, il avait sa méthode pour apprendre à jouer du cas, et moi j'avais ma méthode pour apprendre à danser. Il fabriquait déjà des cas. Et là, on a eu un rêve, c'était de tout mettre sous le même toit. Et c'est ainsi que nous avons créé l'Académie du cas, nous disons, qui est notre bébé. Donc, à l'Académie du cas, par rapport au travail qui a été reconnu, c'était 500, 600 élèves par année. Nous sommes sollicités dans toutes les communes. Nous décidons de faire un travail également dans la Caraïbe, donc nous voyageons dans la Caraïbe, nous voyageons en France métropolitaine, nous sommes allés en Amérique, nous sommes allés à Washington, nous sommes allés en Inde, on voyage, mais ce n'est pas notre métier.
parce que ça aussi, il faut le savoir, ce n'est pas notre gagne-pain. C'est vraiment un travail culturel que nous faisons. De ce travail culturel, nous arrivons à un travail artistique. On a créé un travail artistique et je salue encore mon élève Léna Blou, ma petite fille qui a dansé avec moi. Elle dit qu'elle a commencé, elle avait 5 ans avec moi à Duboucha, ce qui veut dire qu'elle n'était même pas mon élève puisque j'étais professeur au collège. Et elle est venue. Et donc, elle a commencé à danser avec moi, elle a continué. Eh bien, cette jeune fille qui est née pour la danse, quand elle a fini son parcours avec moi ici, elle a dansé aussi avec un autre professeur de jazz dont le nom m'échappe. Cette jeune fille est partie en métropole pour faire ses études parce que vraiment c'était ce qu'elle voulait faire. Et quand elle est revenue ici en tant que professeure vraiment de danse contemporaine à partir du CAF et tout ce qu'elle avait fait et tout, là, je me retrouvais avec non seulement une élève, une ex-élève, mais avec une consoeur de la danse. Et on a eu l'occasion de me demander, mais quand vous voyez que l'élève dépasse le maître, est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose? Je dis, mais on ne peut qu'être fier. Chaque fois qu'un élève dépasse le maître ne peut être qu'heureux, parce que ça signifie que le travail continue et qu'il ira plus loin. Donc, je dis encore bravo et merci à Léna pour le parcours qu'elle a fait. Mais en plus, quand elle est arrivée, moi, avec beaucoup d'humilité, moi, je disais mon atelier de danse. Je disais, je fais des enchaînements. Je disais, je suis animatrice. Et c'est elle, revenant professeur de métropole et chorégraphe reconnu, diplômé, m'a dit, mais non, Tati, ça, ce sont des chorégraphies. Là, tout ce que tu fais là, il y a l'art de danse, l'art de la danse. Et au niveau c'est une école, parce que tout ce que tu fais dans une école, tout ce que tu as voulu mettre, c'est là. Donc, tu as vraiment une école. Donc, par rapport à ça, avec Yves, on s'est dit, bon, ben, on est arrivé à ce point qu'on souhaitait. On arrive à éduquer par la danse, à transmettre à tout un chacun. Mais là, nous n'arrivons pas à répondre à la demande. Et si on veut vraiment perpétuer, il faut encore essaimer, il faut multiplier. Et là, nous avons dit, il faut qu'on fasse de la formation. On est devenu donc, l'Académie du CA est devenue centre de formation en danse et musique traditionnelle, avec le soutien de la région de l'époque et la direction régionale des actions culturelles. Formation de formateurs. La première année, nous avons fait cette formation, c'était une première aussi en Guadeloupe. On a eu plus de 50 jeunes qui se sont présentés pour adhérer à cette formation, pour la suivre. Nous étions obligés de faire un tri, vraiment le cœur serré. On aurait aimé tous les garder, mais on n'avait pas les moyens matériels de faire une telle formation. Donc nous en avons gardé 20. Ces 20 personnes, pendant plus de 6 mois, ont suivi cette formation à l'Académie du CA, une formation qui a été encadrée avec tout ce que ça nécessitait pour que ce soit reconnu par la direction régionale de l'action culturelle, c'est-à-dire pédagogie, sociologie, en fait tout ce qui est nécessaire dans une telle formation en dehors de la spécificité dans ces musiques. Je salue encore tous ces 20 personnes qui ont suivi cette formation parce que c'était vraiment des stagiaires remarquables et qui ont tous réussi avec des notes maximales parfaitement et qui pouvaient après, sortant lauréats de cette formation, partir en étant disponibles pour aller dans toutes les écoles de la Guadeloupe et dans les associations de la Guadeloupe afin de transmettre comme nous le faisions. Voilà 20 personnes supplémentaires. Et ces personnes, il y en a qui ont ouvert leur école. Il y a comme Mario Coco, c'est un exemple. Il a ouvert son école, Sakita. Je salue Mario, mon fils, comme il dit. Et donc là, ce travail, nous en sommes heureux. Parce que, comme on dit souvent, maintenant, on peut penser à s'arrêter parce que le travail continue. On a posé des pierres. Si nous faisons des choses, c'est pour, comme là,
offrir des outils, mais nous pouvons laisser sur le terrain des personnes multiples qui sont capables de transmettre. Dans les écoles, je salue mes collègues enseignants. Si aucun enseignant aujourd'hui ne peut dire, comme à mon époque, il y a 40 ans, il y a 50 ans, aucun enseignant ne peut dire « je ne peux pas enseigner les danses traditionnelles à l'école parce que c'est interdit ». Aucun. Il n'y a plus de c'est reconnu. 3 ans avant mon départ à la retraite, suite au travail que j'avais fait, le recteur de l'époque m'a nommée conseillère pédagogique départementale en danse et musique traditionnelle. C'était une reconnaissance de mon travail, mais c'était pour moi surtout la reconnaissance de notre richesse culturelle, cet aspect de notre culture. Gros-Cas, danse et musique traditionnelle, toutes les danses et musiques traditionnelles. C'était la reconnaissance. Donc à partir de là, il n'y a pas de barrière au niveau des inspecteurs. Donc c'est à vous à mettre en place un enseignement qui soit pédagogique, puisqu'on est dans une école. Et puis, il y a des animateurs, il y a des associations, c'est reconnu aussi pour pouvoir vous accompagner. Et puis, vous avez des outils également pour vous permettre de mettre cette richesse culturelle à la disposition de nos enfants, pour qu'ils connaissent, pour qu'on arrête de dire « Ah, mais Guadeloupe, pas ni rien ». Guadeloupe, il n'y a danse traditionnelle, il n'y a musique traditionnelle, il n'y a poyo, il n'y a friapin, mais c'était pas, nous ni kalalou, nous ni matete, Guadeloupe, nous on l'obitin. Alors, arrêtons de dénigrer notre pays. Dénigrer notre pays, c'est nous dégriner nous-mêmes. Mettons en valeur ce que nous avons pour que nous ayons le cœur et l'esprit plus ouverts vers ce que les autres peuvent nous proposer et nous apporter. Merci. Merci à vous, Jacqueline Cachemire-Tol, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces belles paroles de sagesse. Merci à vous, Thierry Fendéré, et je salue tous les téléspectateurs de ETV. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc-Parler sur votre chaîne locale.